Faire du Terraform ou du Bicep, c'est bien, mais êtes-vous sûr de vos paramètres? Êtes-vous sûr que votre futur réseau respecte les règles de sécurité? Êtes-vous sûr que vous allez facilement vous retrouver dans toutes les ressources que vous allez créer avec votre script Terraform de 2653 lignes? Heureusement, Azure Verified Module est là pour vous aider, comme va le démontrer Benoît Sautière, Senior Technical Officer chez Selensa, accompagné de Michel Perfetti, CTO chez Selensa. Vous êtes dev? Accrochez-vous. Vous faites de l'infra? Vous allez adorer. Alors, devdevdev.net, épisode 75, c'est parti! Bien, et ben pour ce 75e épisode de devdevdev.net, j'ai la joie de recevoir un compère qui est habituel chez nous, c'est Michel Perfetti. Bonjour. Salut. Donc CTO chez Selensa, MCT sur Azure et les technologies DevOps. Et également venant de chez Selensa, voilà, j'y arrive. Nous avons Benoît Sautière, bonjour. Bonjour. Et toi, tu es Senior Technical Officer chez Selensa. Alors, pour me présenter rapidement, oui, je suis Senior Technical Officer chez Selensa. Je viens du monde de l'infra. Et comme je disais tout à l'heure, en travaillant beaucoup avec Michel, j'ai rencontré le monde du dev. Ce qui fait que moi, j'ai fait de plus en plus de dev et lui a fait de plus en plus d'infra. D'accord. Avec plus ou moins de réussite selon les sujets. Ouais. Aujourd'hui, si on veut être clair, si Michel fait encore la code review de mon code, ça pique encore un peu. D'accord. Voilà. Ok. Je suis à peu près juste, Michel? Ouais, c'est ça, mais c'est pas le pire. Ok, ça va. Donc j'ai progressé, c'est bien. Ah, mais grave. Si tout le monde était content, on aurait moins de problèmes de prod. Hein. Il devrait t'embaucher à AWS. Oui. Joker. Donc aujourd'hui, on va parler alors d'infra packagé, pardon. Et tu voulais nous parler, alors je vois là sur les landing zones. Alors, on va commencer avec un sujet qui sera les Azure Verified Modules, parce que c'est purement un sujet dev à la base. C'est un sujet purement infra as code. Et l'extension que moi j'utilise le plus souvent, c'est aujourd'hui leur utilisation pour créer des landing zones, parce que c'est le pattern que propose Microsoft pour concevoir des landing zones tout type. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord. Alors moi, j'y connais rien. Hein. Je suis vraiment novice là-dedans. Donc, va falloir y aller doucement pour que je comprenne. On va parler code. D'accord. Voilà. On va faire en sorte de trouver des exemples qui nous permettent de dire je passe plus de temps sur business que sur la plomberie. Le but des Azure Verified Modules, à la fin, c'est ça. Oui, ce qui normalement est le but de tout développeur. Voilà. Donc, je suis aligné. Ok, écoute, je t'écoute, je suis tout oui. Allons-y. Donc, petit sommaire rapide, donc une petite introduction sur moi, mais je pense qu'on l'a quasiment déjà faite. On va directement plonger dans les Azure Verified Modules et comprendre pourquoi Microsoft en est arrivé à ce constat. Pourquoi il y a besoin de faire ça et d'avoir cette initiative chez Microsoft. Ça fait 2 ans qu'elle existe, elle n'était pas forcément très connue avant, mais depuis fin 2024, début 2025, ils ont pas mal accéléré et ils ont étendu les Azure Verified Modules à d'autres périmètres. Il y en a même plus que pour les landing zones, puisqu'on pourra même parler de Verified Modules pour FinOps, pour l'observabilité, ainsi de suite. Et derrière, ils sont allés même encore plus loin parce que faire de l'infra as code, en fait, tout le monde sait faire. Mais ce qui serait bien, c'est pouvoir déployer à grande échelle. Quand il faut déployer à la grande échelle et passer à l'acte, c'est là qu'on a besoin de pipeline, de toutes ces subtilités qui, moi, venant du monde de l'infra, n'étaient pas mon univers. Venant du monde du dev, en fait, c'était le vôtre. Là, on va trouver un accélérateur que Microsoft propose pour dire, vous ne posez pas la question, je vous propose les choix que vous voulez pour faire du DevOps, choisissez votre solution, pour déployer des modules en infra as code, voire même pour faire des landing zones. D'accord. On finira par un petit florilège de les landing zones 2025, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a de grandes chances que je parle d'IA. Spoiler. Et pour donner quelques inputs et comprendre un peu comment ça marche, je peux partager quelques liens parce que derrière, là où j'ai un défaut avec les Azure Verified Modules, et je l'ai constaté encore aujourd'hui, c'est que la documentation est touffue, il faut chercher longtemps avant de comprendre le sujet. C'est là la première faiblesse, s'il y en a une. Voilà pour le sommaire. Donc, moi, on va aller très vite. J'attaque ma 28e année d'expérience dans le conseil. J'ai été 10 ans MVP, principalement sur des sujets on-premise, puis sécurité, puis cloud. J'ai arrêté, 2019 si j'ai bonne mémoire.
Je suis Senior Technical Officer chez Selensa et comme j'aime à le dire, je suis plombier en chef. Simplement parce que dès qu'on vient parler des sujets réseau, sécurité, Kubernetes et FinOps, en fait, ça tombe dessus. Pour donner une petite idée, quand je suis arrivé chez Selensa, je crois qu'on n'était que 80 et j'étais le premier vilain petit canard à parler infra, au milieu de tout un tas de devs. Maintenant, on est plus D'accord. nombreux côté infra et on est plus nombreux côté dev à savoir faire de l'infra. Donc, quelque D'accord. part, ça a été là dans le bon sens. Mhm. Et j'ai été coupable de projets dits landing zone à plus différentes échelles. OK, mais quand on voit les deux chiffres, de 4 à 400, en fait, derrière le mot landing zone, il y a une définition Microsoft, mais elle ne me plaît pas. La vraie définition pour moi, c'est celle du client. Pourquoi? C'est de la plomberie au service du business. Si on a compris quel est le business du client, on sait comment l'aider. On sait comment faire en sorte qu'il passe plus de temps sur son business que sur de la plomberie. Mhm. Ouais. Et puis en Et, fonction de la personne du client, le mot landing zone ne va pas dire la même chose. Donc Mmh. c'est difficile de trouver une définition. On prend les gens du réseau, la landing zone, c'est la communication entre les services. On prend les utilisateurs, c'est là où ils vont mettre leur application. En fait, il n'y a pas vraiment de vocabulaire, de définition standard qu'on peut piocher dans un dictionnaire. Donc on a des concepts, c'est là où on va se poser, mais après ça dépend qui se pose. Voilà. Et allons-y donc. Donc j'ai fait donc plusieurs projets landing zone dans lesquels Michel et moi, on a pu collaborer plusieurs fois. On s'est aperçu que faire des landing zones, c'était super compliqué. Au début, on commence par de l'infra, mais en fait, à la fin, ça finit par du code. Et c'est là où on apporte la valeur. Mhm. Donc c'est là où les Azure Verified Modules doivent apporter de la valeur. Voilà. Alors Et il y a un pourquoi truc micro aussi qu'il faut dire, c'est que quand on nous demande de mettre des landing zones, on nous demande est-ce que Microsoft va être d'accord dans la façon dont on met les landing zones aussi. Pour beaucoup de nos clients, avant les Azure Verified Modules, en Mhm. fait, on faisait des landing zones propres à chaque client. Donc, niveau de reuse, on va dire proche de 0 et vu que c'était très spécifique à chaque client, c'était impossible de les réutiliser entre les clients. On l'a vécu plusieurs fois et Mhm. les Azure Verified Modules sont censés nous aider à contourner ce problème. On va voir comment. Alors les Azure Verified Modules, il faut savoir, c'est une initiative qui date d'il y a 2 ans. Ça a pris un peu de temps à démarrer chez Microsoft. Ils sont partis d'un constat. OK, faut faire de l'infra as code dans Azure, faut aider les clients. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a ARM, on a Bicep chez Microsoft. Donc, ils ont commencé par faire une librairie de modules Bicep pour aider les consommateurs à adopter les bonnes pratiques de l'infra as code à travers des modules déjà préconfigurés et livrés par Microsoft. Ça n'a pas pris pour différentes raisons. L'une d'entre elles étant que sur le marché, quand on regarde les compétences et les appétences, il y a plus de gens qui font que du Terraform que du Bicep. Bon, Mhm. Microsoft s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à creuser et il faut que je revoie un peu ma copie. Donc, ça a été la révision de la copie. Allons-y. Le premier objectif, c'était de passer passer l'étape de ClickOps à infra as code. Pour beaucoup de nos clients, Michel l'a aussi vécu comme moi, quand ils débarquent sur Azure, ils voient le portail, ils pensent qu'on peut tout faire avec le portail. C'est génial, ouais. Mais en fait, le portail nous montre un sous-ensemble de l'API, donc on n'a pas tout. Et ça ne permet pas de passer à l'échelle. On n'adopte pas les bonnes pratiques dès le début, donc ce qui fait qu'en gérant les choses manuellement, on continue à faire les choses manuellement. Et donc, adopter l'infra as code, plus on retarde, plus c'est dur. Puis ça devient Ce qu'il compliqué, faut, ouais. c'est de l'adopter dès le début. Mais le Tu problème, vois, c'est comme une norme de codage avec les normes de ouais, comment on va appeler nos variables, nos classes. Richard, Ouais. c'est pareil. En on fait, va retrouver les mêmes principes. si tu as deux variables qui sont deux VM, qui sont pas les mêmes nomenclatures, après, ça va être compliqué à généraliser. Ouais. C'est comme sur mon portail à moi, c'est le bordel. Voilà. C'est-à-dire que tu as beau avoir la meilleure volonté du monde, si tu le fais à la main, tu vas te planter ou tu vas pas faire un truc propre. Tandis que si Mhm. tu fais par code, tu as pas le choix, c'est forcément formaté. Même si les gens, ils vont décider, ils vont dire: «Oui, on a une règle de nommage, on va la respecter». Les gens ne respectent pas la règle de nommage, même si c'est eux-mêmes qui l'ont écrite. Oui. Mhm. Donc Mais avant même ça, on s'aperçoit que bon, il faut déjà adopter l'infra as code. Choisissez votre langage, Terraform, ARM, Bicep, Pulumi si vous voulez, c'est le même principe pour moi. Mais, il y a déjà un temps d'apprentissage du langage pour pouvoir produire une ressource en infra as code. Le problème, c'est que la valeur, on ne va pas l'apporter avec ce code-là, on va l'apporter avec un module qui lui propose de la valeur. Je prends un exemple tout bête. Je peux faire, en infra as code, choisissez votre langage, un déploiement pour faire un cluster AKS. OK? Mhm. En fait, la valeur, c'est quoi? C'est le cluster ou c'est ce que je mets dedans? En fait, c'est ce que je mets dedans. Donc, si je peux, dans une initiative, avoir un module qui me fait un déploiement d'un cluster AKS complet et j'ai plus qu'à me focaliser sur l'application que je mets dans AKS, en fait, là, le module m'a apporté quelque chose. Mhm. Donc, Ouais. oui, c'est intéressant.
Donc, des modules développés par de la communauté, il y en a eu. Bah, si vous recherchez un petit peu, vous trouverez par exemple, moi je m'en suis beaucoup inspiré à l'époque, les modules de Claranet. Ils ont développé tous les modules pour tous les cloud providers. Pourquoi? C'est leur métier dans leur business de faire de l'infogérance cloud. Donc, ils avaient forcément besoin de ça. Ils les ont partagés. Il y a de très bonnes choses dedans, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est super compliqué, à développer, à avoir une cohérence dans le développement de tous les modules et les maintenir dans le temps. Ouais. Et si on commence ça chez soi, en fait, on réinvente la roue. Ouais, on va donc redévelopper les mêmes modules que dans la société d'à côté. Mhm. C'est pas là où on apporte de la valeur. Et le problème, c'est que si je développe un module, en fait, j'en suis responsable de sa maintenance. Je dois le faire évoluer. Si j'en ai 2, 3, c'est facile. J'en ai 200, il me faut une équipe. Et Mhm. aujourd'hui, les budgets font que c'est difficile. Donc, ce serait bien que quelqu'un soit déjà passé avant moi pour faire ça. On en parlait justement avant, adopter les bonnes pratiques d'infra as code, ça veut dire d'avoir du code normalisé, standardisé selon les pratiques de développement. Quand on vient du monde de l'infra comme moi, Michel pourra en témoigner, mon respect des chartes de nommage est pas parfait. Mhm. Ça s'améliore Il y a avec le pas que temps. ça il y a pas que ça, il y a, comme tu dis Mhm. aussi, la faire évoluer, c'est-à-dire la gestion de la compatibilité ascendante. Oui, C'est-à-dire que je fais une version d'un module, je dois rajouter un paramètre, par exemple, au module parce qu'il y a des VM dedans, la nouvelle version est pas compatible avec la précédente et en fait, on est obligé de cibler une version particulière du module et en fait, on se retrouve avec plusieurs modules qui ont le même nom mais des versions différentes et on peut pas évoluer. C'est un peu comme si on devait maintenir des packages NuGet, Richard, mais derrière, à chaque version, c'est des versions majeures. c'est Ouais. exactement ça. Derrière les API Azure, pour chaque ressource provider, il y a une API, une version. Le problème, c'est quand on veut upgrader une version pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités d'un produit Azure, automatiquement, ça upgrade pour tous les autres. Ouais, mais est-ce que ça fait pas des breaking change sur d'autres produits? Peut-être. Donc Mhm. c'était compliqué déjà à gérer. Donc ça a été un des choix de Microsoft de dire: «OK, bon, être lié aux ressources providers en direct, c'est pas une bonne idée». Donc ils ont pris comme, initiative de dire: «OK, au-dessus d'Azure Resource Manager, on va pas l'attaquer en direct, on va pas l'attaquer à travers les API des ressources providers, on va l'attaquer directement, ce qu'on appelle en AZ API. Je parle directement à l'API, ça va plus vite. Comme ça, j'ai plus cette dépendance». Autre choix qu'ils ont fait, dans les domaines spécifiques language, en fait, ils ont compris que s'ils faisaient que du Bicep, ils ne s'adressaient pas à la majorité de la population. Donc il fallait faire Bicep et Terraform. Et tels qu'ils sont partis aujourd'hui, si demain il faut rajouter Pulumi, ils sauront rajouter Pulumi, on verra pourquoi. Ouais, c'est un provider comme un autre, quoi. Pour eux, oui, parce que Ouais. derrière, il y a toute une logique de construction. L'objectif, c'est de propager les bonnes pratiques d'infra as code, parce que quand on regarde le code source, en fait, c'est super bien écrit. La logique, c'est très strict en termes d'implémentation. Donc, moi, j'ai appris plein de choses en les lisant. Ça m'a progressé pas mal sur du Terraform. Et ce qui est bien fait, c'est que, comme beaucoup de projets open source, à chaque fois que j'implémente un module, j'ai des exemples. Pas un, deux, j'en ai parfois trois, quatre, cinq. Et Mhm. ces exemples servent deux fois. Un, moi, je ne sais pas déployer une ressource. En fait, j'ai déjà des exemples tout près minimalistes. Je vais prendre l'IA puisque c'est pas mon domaine. Déployer une landing zone, AI aujourd'hui, oui, je sais le faire parce que j'ai un module, Azure Verified Module pour le faire. Mhm. Ça me permet d'accélérer énormément. Et j'ai une base de discussion et on peut discuter avec le client. Ouais et tu peux juste discuter sur les paramètres et pas pour, essayer de comprendre service par service. Puisqu'en fait, tu Voilà. exposes des concepts en paramètres et pas des ressources Azure. D'accord. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que obligation est dans les specs de dire: «Mes Azure Verified Modules doivent obligatoirement proposer une configuration qu'on appelle WAF». Alors Well Architected Framework, c'est les grands piliers d'architecture cloud chez Microsoft. Il y en a 5 de mémoire. On va parler performance, on va parler résilience, on va parler excellence opérationnelle, on va parler sécurité, ainsi de suite. En fait, on a déjà des jeux de paramètres qui nous proposent le déploiement de nos services avec les bonnes pratiques de Microsoft. Merci. Donc Mhm. grâce à tout ça, on peut passer plus de temps sur le business que sur la plomberie. On verra j'ai des exemples de code d'un projet que je travaille actuellement. En fait, déployer des environnements ultra complexes se résume en un module et quelques lignes. Il faut juste savoir, tout ce qu'il fait derrière. Et sur certains modules, c'est juste gigantesque. Donc en Ouais. fait, tu mets la spécificité, de la landing zone dans le paramétrage, mais pas dans le code finalement. Alors, on verra qu'il y a 2 approches. Il y a une approche dite landing zone par défaut, il propose une conf et on est capable de dire par rapport à cette conf, je fais un delta. Mhm. L'avantage de ça, c'est vu que le référentiel de Microsoft évolue dans le temps, quand je lui dis: «Je veux une évolution», on est capable d'aller pouler les nouveaux fichiers de paramètres de référence et de travailler avec ce mode delta. On va y venir. Et quelque chose qui était très attendu, parce que c'était attendu depuis très longtemps, ces modules, vu qu'ils sont développés
par la communauté, mais supporté par des gens de Microsoft et des full-time employés, en fait, c'est supporté par Microsoft. Je peux ouvrir un ticket de support et les équipes produits sont impliquées. D'accord. Donc, ça change quand même pas mal les choses. Mhm. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe par ici. Ah non, ça partage pas mon écran. C'est vrai, j'ai oublié. Bon, tant pis. Non, mais tu as Je mis le ferai lien le dans le slide juste avant. Ouais, et puis on les ouais, mettra voilà. dans les liens de l'émission, ouais. Donc c'est sympa, ça se présente pas mal et ça va même beaucoup plus loin que ça. On va y arriver. J'ai été creusé sur le site, j'en ai extrait quelques captures d'écran pour expliquer un petit peu comment ça marche. Bon, déjà, bah, ça propose du Terraform et du Bicep. On voit qu'ils sont plus en avance sur du Bicep que du Terraform. Mhm. Sur les ressources individuelles, c'est vrai. Sur les patterns, c'est faux. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Allons-y. Bah, un ressource module, c'est un module Terraform ou Bicep pour déployer une ressource. Storage, Key Vault, ainsi de suite. Donc, il Mhm. nous propose ça par défaut. Très bien. Un pattern, l'idée de base, c'est de dire je vais déployer un écosystème. Un cluster AKS, c'est un écosystème. Derrière, il va déployer un ensemble de ressources. Et dans Mhm. ces patterns, on va trouver des choses comme les clusters AKS, mais on va trouver aussi, par exemple, des socles Azure Functions privatisés ou des runners en self-hosted, en CI/CD. Ce sera le sujet de mon exemple. Mhm. Donc ils en rajoutent tous les jours. Et on voit qu'il y a des modules qui sont proposés par la communauté, certains sont acceptés, on va y venir. Et petit à petit, ça s'enrichit. La seule chose qu'on puisse regarder, qu'on verra nous un petit peu plus tard, c'est que bah, c'est pas encore ISO. Quand on comparera les modules Bicep et Terraform, rien que sur les premiers, bah, on voit qu'on n'a pas exactement les mêmes. Mais bah, ça dépend du rythme de la communauté. D'accord. Utility, bah, il y a tout un tas de choses qui sont communes à ces modules et à chaque fois, on se pose la question et il nous faut bah, toujours la même chose. Bonjour, je vais déployer tel type de ressource. Bah, il me faudrait générer un nom qui respecte la charte de nommage du Cloud Adoption Framework et qui soit unique. Bah, on a un générateur de nom. Mhm. C'est cool. Mhm. Deuxième sujet, par exemple, je lui donne un range, un address space pour du réseau et je lui dis voilà, je me découpe en 6 subnets. Le premier va être dédié à Application Gateway, le deuxième à Azure Bastion, le troisième à Azure Firewall. Je ne Mhm. connais pas les CDR. Enfin, moi, je les connais parce que je viens du monde du réseau. Mais tout ce que j'ai à lui dire, c'est les noms des services. La conf, c'est son problème. Donc, c'est lui qui va Ouais. faire le découpage réseau. C'est cool. Donc, Mhm. déjà, ça simplifie la vie des développeurs. Interface, ça, c'est quelque chose qui est présent dans tous les modules. C'est la même manière de s'exprimer pour tous les services. C'est ce qu'on voit en bas de mon slide. C'est que tous les services parlent forcément de diagnostic settings, de role assignment, de log, de tag, de manage identity, de private endpoint. Donc, tous les services suivent cette méthode stricte d'implémentation avec les noms des paramètres qui sont invariablement les mêmes en Bicep, en Terraform. Donc, grâce à ça, si j'ai compris un module, en fait, j'en ai compris 10, j'en ai compris 20. Mhm. D'accord. Et il y a un respect strict, on verra de comment ça fonctionne derrière, de la charte de nommage, des gestions des paramètres en input, en output. Et vu que c'est très codifié, bah, ça nous aide à accélérer, à comprendre rapidement comment fonctionne le module, le déployer rapidement, comprendre comment je peux le personnaliser. Et moi, ensuite, me dire, OK, règle de 80-20, j'ai 80% qui est fait, du job qui est fait avec ça, bah, j'ai plus qu'à me focaliser sur les 20% restants. Mhm. Et donc, c'est super bien pensé. Là, je suis allé chercher toujours sur le même site les specs. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de specs, que ce soit en Bicep ou en Terraform, et ça a été excessivement codifié, que ce soit sur la gestion de la télémétrie. Ils veulent savoir si les modules 1 sont déployés, 2 si le module fonctionne ou s'il y a des erreurs. OK. La gestion des naming conventions, bah, il y a toutes les gestions des variables, des inputs, des outputs, des noms des modules, tout est exactement codifié, bah, comme des pratiques de dev. Du code, des linters pour le code, c'est prévu dedans. Une gestion claire des inputs, outputs, c'est clair aussi. Quand on parle du resource ID d'une ressource Log Analytics Workspace, le nom de la variable est toujours le même. Je n'ai pas à me poser la question. Je sais que si je l'ai compris une fois, je vais le retrouver partout de la même manière. Ces modules sont testés. Waouh! Ben, on va en voir un exemple. J'en ai gardé un. Et on va voir que Microsoft teste avant release, enfin teste, fait des tests statiques, mais fait des tests avant release pour dire ce module a été testé dans différents scénarios et vu qu'il a passé tous les scénarios en termes de déploiement, il est éligible à devenir releasé. Donc dans le repo Git, il y a un tag qui est posé. D'accord. J'avais dit que je reviendrai aux pratiques de dev, je n'en ai pas Ouais, c'est encore la même bougé chose. aujourd'hui.
Oui, bah, ça te choque pas quoi, Richard? On a Ouais, l'impression ouais. qu'on parle d'un package, ou d'une bibliothèque, Ouais, qu'on est en train classique quoi. d'essayer de développer, ouais. Ouais et Exact. le gros chantier, c'est la maintenance, avoir des outils qui permettent d'avoir une cohérence sur tout et les tests aussi, qui sont vraiment, très fastidieux à faire sur de l'infra parce qu'on est obligé de créer des choses. Ouais. Ouais. On peut pas les faire en mémoire, donc c'est compliqué. C'est pour ça que personne les fait finalement, c'est pour ça que Très peu de gens les font et le problème, c'est qu'il faut les maintenir ces tests dans le temps oui, parce que les Azure, comme tous les cloud providers, évoluent régulièrement. Donc s'ils évoluent régulièrement, c'est des nouveaux tests à prévoir oui, Mmh. et des comportements à prévoir. Il y a après, de toute façon, il restera toujours des choses que je ne peux pas moquer et là, bah, faut réellement déployer. OK, donc tout le monde peut proposer des modules. Après, bah, ça va suivre un cycle de validation, pour être, finalement accepté. En fait, pour être réellement accepté, il faut qu'il soit supporté. Mais pour être supporté, il faut que j'ai toujours quelqu'un de responsable. Et la règle chez Microsoft, c'est de dire: chaque module doit être supporté par 2 Microsoft full-time employés. Ouais. Si, l'un part, bah, il reste au moins l'autre. Mmh. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que s'il y a plus de mainteneur, en fait, bah, il y a plus personne qui fera les évolutions. Parce que c'est lui donc qui est en charge de la gestion de tout ça. c'est des mainteneurs Microsoft quoi. C'est ça qui est important. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que même si c'est un module qui est proposé par la communauté, il faut forcément qu'il y ait 2 gars de Microsoft qui soient là derrière pour les supporter par la suite, quoi. Ouais. Donc en D'accord. fait, je crée un module, je le propose et à un moment donné, il va être maintenu, par des personnes. Je peux quand même continuer à faire des propositions, mais c'est les mainteneurs Oui, qui vont valider mes futures modifications. Mmh. oui, Ah. parce que derrière, il y a pas que les mainteneurs, il y a aussi les équipes produits sont impliquées, on va le voir. Mmh. Oh merde, je le voulais pas celui-là. Alors, les modules, hein, bah, si on va sur le site et qu'on regarde, bah, on verra qu'il y a des modules en Bicep et en Terraform. J'ai pris les premiers. Là, on s'aperçoit qu'il y a un petit truc qui ne va pas déjà, enfin 2. Déjà, on n'a pas les mêmes modules en commençant la lettre A, bah, donc c'est pas ISO, pas encore aujourd'hui. Et le Mmh. deuxième problème, c'est que j'en ai encadré certains, ils sont marqués comme orphelins. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai plus personne qui les maintient. Et entre autres, un service qui s'appelle APIM. Pour exposer C'est des API, on dommage. a un peu besoin. Bah, la Ouais. raison, j'ai été creusé et il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, mais en fait, ils ont raison. C'est une ressource, c'est un module ressource. Ils l'ont considéré comme de l'infra et ils ont compris leur erreur parce que oui, c'est une brique infra, mais qui sert à exposer des API et ce qui nous intéresse dedans, c'est justement cette partie, exposition d'API. Comment je gère ça? Et ils ont compris que APIM, en fait, c'est pas une ressource, c'est un écosystème. Si c'est un écosystème, c'est pas une ressource, c'est un pattern. Donc on est en train de voir arriver une nouvelle génération de modules qui est en fait un pattern pour faire de la PIM. Parce qu'ils ont compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. D'accord, OK, alors, ouais, ça pose quand même la problématique, c'est que si tu commences à faire ton développement et que là, par exemple, tu avais utilisé le APIM, dans ton développement, tu t'aperçois qu'il est, bah, du coup, il est débridé, quoi. alors je suis totalement dans ce cas-là actuellement depuis le 3 octobre. Ça m'est C'est arrivé moi je avec l'entends râler dans mon dos ah et il m'a depuis entendu 3 râler, ouais. semaines. Et j'ai trouvé le pourquoi, Michel. Parce que depuis le 3 octobre, le module que j'utilisais pour Virtual Network Gateway en Terraform est déprécié. OK? Mmh. Ils l'ont basculé dans un module qui fait tout. C'est très bien. Il est plus gros, il faut plus de fonctionnalités, donc mon module n'est plus maintenu. Il y aura plus de nouvelles fonctionnalités et donc il faudra que je migre. À moi de prévoir ça. Après, moi, j'ai été creuser un petit peu. En fait, c'était annoncé. C'est ce qu'on appelle des long term visions chez eux et Mmh. ils nous annoncent, d'ici tant de temps, ces modules disparaîtront pour telle raison. Commencez à vous préparer. D'accord, Mais et j'avoue là, que là, sur le coup, je l'avais pas vu. les durées des long termes, Ah, ils parlent de 12-18 mois. d'accord, ouais, Donc on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Est-ce ouais. qu'il y a de toute façon dans chaque module la même convention de nommage pour toutes les ressources? Oui, Donc ce qui fait qu'en fait, il faudra juste que tu rattaches les ressources que tu as au nouveau module. c'est ça. Donc en fait, tu n'auras pas à détruire, tu auras juste à réattacher. Oui. D'accord. Donc c'est moins critique que ce que je pensais à l'origine. On est d'accord. Mmh. Mais on va quand même faire, un bel upgrade en prod. C'était pas prévu. Ce qu'il Donc on faut a des modules unitaires. je sais pas si Oui, Richard, tu fais beaucoup de Terraform, mais tu sais, Pas en du fait, tout. on a pas du tout quand on déclare en Terraform, on va déclarer des ressources et en fait, on va mettre, les ressources, on va les déployer. En même temps, on va garder un état en mémoire qui va permettre, d'avoir une structure d'objet qui va permettre de faire des détections d'évolution sur les nouvelles versions du code Terraform qu'on va écrire. Mmh. Et en fait, chaque ressource va avoir un nom logique en Terraform qui va être attaché à un ID de ressource dans Azure.
Donc, Mhm. si tu vires la partie Terraform, la ressource, elle existe toujours. Elle aura toujours le même nom, mais il faudra que tu rattaches le nouveau nom logique du nouveau module à la vraie ressource Mhm. Azure. Donc, Benoît va avoir un petit travail de rattachement, mais ça, Terraform permet de le faire assez simplement. Et pour avoir subi ça hier soir avec Copilot, tu peux demander à Copilot de t'aider pour faire les liens. Il est assez malin pour te faire de détecter ça dans ton code et te trouver des scripts de remédiation. Comme c'est bien normalisé et que c'est bien nommé, il va sûrement s'en sortir. Et donc voilà, une fois que tu as fait le lien, bah, ton nouveau module va remplacer comme si tu l'avais utilisé la première fois. Parce qu'en fait, c'est du lien logique. La ressource, elle n'est pas physiquement attachée au module Terraform que tu mets. D'accord. Mhm. OK. Donc, on a des modules unitaires, donc on a des écosystèmes aussi. J'en ai gardé certains. Alors, il y en a qui nous parlent, oui, j'ai un écosystème qui s'appelle Kubernetes, on comprend très bien. En bas, j'en ai un, Function App and Private Endpoint. Ah ouais, bah, faire de la Function App dans Azure, c'est facile. En Terraform et en privatisé, on sait qu'il y a un peu de travail. En fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que développeur, c'est de dire je pousse mon code. Je n'ai pas Mhm. envie de comprendre la plomberie de comment monter un Function App en mode ultra privatisé, ultra sécurisé. Bah, en fait, c'est disponible. Et donc, moi, dans mon univers, les landing zones, j'ai donc des modules Terraform pour gérer tout le cycle de vie de mes landing zones. Le premier, AVM PTN ALZ, c'est toute la partie gouvernance. C'est gigantesque. Ça Ouais. fait tout en un seul module. Là, c'est celui qui m'a le plus bluffé. Ensuite, il me faut une stack réseau. Bon, ben, on sait qu'on a encore deux choix. Soit du HubSpot traditionnel, soit du Virtual One. Ben, en fait, on a le choix du module. La partie management, c'est la stack observabilité Microsoft. OK, déployée en un seul module. C'est cool. Dès lors qu'on va faire de l'Azure privatisé, on va nous parler de private link, private endpoint. Ouais, mais il faut des zones DNS. Il y en a beaucoup? Un petit peu. Si on supporte 2 régions aujourd'hui, on va dire que ça c'est déjà 92 zones DNS à créer. Ouais, on va faire un module pour créer les 92 zones. Sinon, c'est 92 fois le même code. C'est stupide. Bah là, en un module, je peux couvrir N régions. Sans compter les liens avec les réseaux. Il fait tout. Mhm. C'est, Non, mais ça veut dire qu'il faut multiplier le nombre de zones DNS avec les zones de VNet si tu en as. Enfin, ça fait un très gros module. ah bah là, il fait tout pour nous tout seul. Donc au moins, on n'a plus rien à faire. Il y en a d'autres et il y en a certains qui m'ont moins intéressé. Par exemple, celui qui est sur la CI/CD. Quand on creuse un petit peu celui-là, alors ce qui est bien, c'est qu'il existe en Bicep et en Terraform. Vous avez le choix. Il va vous déployer votre runner favori, choisissez Azure DevOps ou GitHub Action, pour le Mhm. faire tourner dans un conteneur. Et il peut tourner au choix sur Azure Container Instance ou Azure Container App. En fait, D'accord. s'il faut poser une stack pour faire du DevOps, Mhm. félicitations, ça tient en un seul module. Ouais, d'accord. Ouais, c'est puissant. Donc, même pour un développeur, tout de suite, ça, c'est intéressant. Ouais, 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 absolument. Ouais. Ouais, tu sais m'attirer là. Donc, on a des écosystèmes complexes, y compris des landing zones, on le voit là-haut. Mhm. Alors, on va en voir certains. Oula. Derrière, j'avais annoncé que c'était suivi par les équipes produits. Alors, j'ai pris un extract d'hier soir, des issues sur les modules et ils ont l'engagement de réponse sous 48 heures et tout est prévu jusqu'à la dernière colonne, long terme. C'est là où ils communiquent tel module à telle échéance va disparaître pour telle raison. C'est là que Mhm. j'aurais été dû lire. Et c'est là qu'on voit comment ils vont traiter certains sujets, parce que certains sujets, c'est quelque chose qui va être dilué dans différents modules. Par exemple, en ce moment, il y a des discussions là-dedans sur comment on va implémenter les nouvelles fonctionnalités de sécurité qui s'appellent, ah, j'ai oublié leur nom, Network Security et Perimeter. Mhm. OK. Donc, ils commencent déjà à y réfléchir, ils commencent à partager leur app et on Ah, commence à voir la direction que ça va prendre. Donc, ça permet de savoir est-ce que ça va m'intéresser ou pas. Donc, on a une visibilité sur les futures features avec un peu de vision pour nous. ouais, là, c'est le gros avantage de justement que ce soit open source. Là, c'est complètement transparent pour nous, quoi. Ouais. Si les modules sont testés, bah, il y a forcément des infras qui le font pour nous, parce que c'est plus nous qui Mhm. le faisons. Bah, à chaque fois qu'on fait un nouveau commit pour un module, Bicep ou Terraform, il y a des tests qui sont prévus. Il y a de la static validation avec du pester, des PS rules, donc des choses que Michel connaît déjà. Mais il y a aussi des deployment validation, tout simplement parce que pour un module, on propose des exemples. Bah, le système prend les exemples, les déploie tous. Et le Mhm. but, c'est que tous passent. Mhm. L'exemple qu'on a là, puisque je l'ai été le récupérer sur le site, on a l'extrait, on a la visibilité sur tous les tests réalisés. Ben, j'ai été le prendre il y a 3 jours, celui-là, sur Bicep, je veux déployer un AKS. Et j'ai été voir la dernière release.
OK, il a commencé ses tests et finalement, il a échoué. Pourquoi il a échoué? Il a échoué sur le déploiement d'un AKS avec tous les paramètres activés au maximum, toutes les options. Mmh. Pourtant, en WAF, il a fonctionné, en minimal, il a fonctionné, mais pas en max. OK. Bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que ça n'a pas été réalisé. Mmh. Quand on creuse un petit peu, bah, quand on va lire le code, ah, il n'a pas été réalisé parce que derrière, quand on voit le gros bloc comme ça, c'est peut-être pas très lisible pour vous, mais derrière, ce qui est marqué, c'est juste de dire, en fait, la version de l'API que tu as tenté d'utiliser en West Europe, elle n'est pas encore disponible. Oui, le code est peut-être bon, mais l'infra Azure ne va peut-être pas aussi vite. D'accord. Ce qui est le cas là, Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on peut qu'on vit difficilement voir souvent. Ouais. en tant qu'architecte cloud. Et là, en fait, ils sont cachés pour nous. Ça nous permet d'être sûr que quand on va utiliser un module, on ne se pose pas la question de régler ces problèmes d'API, de version par région. Enfin, c'est parce que c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais, j'allais dire oui, parce qu'il y a effectivement les déploiements sur Azure qui sont pas tous en même temps dans toutes les régions où là, tu peux avoir des surprises, quoi. Hmm. Alors, ce qui nous occupe ici, ce qui est bien fait, c'est que tous les tests, nous, sont faits West Europe. Donc, si ça marche en Mmh. West Europe, il y a des chances que ça marche par chez nous. C'est pour ça Ouais. qu'il n'y a plus de place en West Europe. Ouais, c'est possible aussi. C'est pour ça À qu'ils force sont de tous allés sur AWS et puis que ça a planté. Bon, bref. ça, c'est d'autres sujets. Donc, les modules sont testés. S'ils sont testés, ils sont réalisés. Donc, à moi, quand j'appelle le module, de préciser la version du module que je vais utiliser. OK. Donc, l'avantage pour moi, j'ai du code qui a été testé plusieurs fois avant même que je l'ai déployé chez moi, Mmh. ce qui est une Ouais. certaine garantie pour moi. Mmh. Alors, heureusement que j'avais prévu ça en vidéo, comme ça, c'est plus simple que de déconnecter. Bah, si je veux un exemple très concret, voilà un exemple à Keyvault. Keyvault en Bicep, on voit qu'on a des tests qui sont prévus, on a des jeux de paramètres, max, WEF align et autres. Je choisis mon scénario de déploiement, on me fournit un exemple pour déployer un Keyvault en Bicep, et à moi de choisir est-ce que je veux mes fichiers de paramètres au format Bicep ou au format JSON. Mmh. Vu que c'est totalement documenté, les noms des variables sont totalement les mêmes partout. Si on me parle de diagnostic setting dans Keyvault, ça me parlera de la même manière de l'autre côté et seront codés de la même manière, à savoir un arrêt, parce qu'on Mmh. veut pouvoir en passer plusieurs. OK. Bah, grâce à ça, ça permet d'aller super vite. Et si normalement je vais bien, on va aller voir un exemple. Alors, ce que je vais partager là, bah, c'est déjà présent sur mon blog, enfin sur le blog de Selenza, puisque c'est un exemple que j'ai partagé la semaine dernière dans les articles. Et vu que je voulais tester les modules, les Azure Verified Modules, j'ai pris un choix. Au lieu de faire du Terraform, je vais faire du Bicep. Et pour faire quelque chose de rigolo, je voulais faire un runner GitHub sur Container App. Et j'ai voulu le faire 100% en Azure Verified Module. Alors moi, il faut que je bascule d'écran, partager. On va faire simple, écran, parce que sinon je vais avoir du mal là. OK. On va aller voir directement l'infra code. J'ai déjà une solution déjà déployée. On va zoomer un peu, parce que sinon, view, zoom in. Hop. C'est Pendant que lisible? Benoît, ouais, presque, zoom un poil, ouais, Voilà, juste un ouais. truc, c'est que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que déployer une infrastructure Azure, c'est énormément de composants, de sous-composants. Même si on comprend les concepts, des fois la mise en œuvre est assez complexe parce que c'est beaucoup d'objets qu'il faut lier entre eux. Et c'est aussi ça le but de ces modules-là, c'est un peu cacher la plomberie qui apporte pas de valeur à connaître. Mmh. Parce que les concepts qu'on doit mettre en place sont implémentés de façon un peu, des fois, pas lisible, quoi. Quand on prend un application gateway, même si on comprend comment ça marche, le faire marcher, ça fait beaucoup d'objets à créer dans tous les sens, qui sont des fois redondants, donc avec des règles de nommage compliquées. Donc l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de cacher cette complexité en se concentrant vraiment sur ce qui est variable en chaque version de ce qu'on veut faire. Mmh. OK. J'ai gardé un exemple particulier qui est un Key Vault, quelque chose de simple. Il y a donc un module qui est disponible sur la registrie publique. Je peux avoir ma registrie privée si je veux, d'un Azure Verified Module pour une ressource qui s'appelle Key Vault, dans une version très particulière. OK. Bah, ici, c'est du bicep tout à fait classique, mais on a tout le jeu de paramètres pour un Key Vault qu'on connaît. Et vu que tous les modules sont faits de la même manière, il me propose déjà des choses dont je sais que j'ai besoin sur étagère tout de suite. Si j'ai besoin d'un Key Vault, j'ai besoin de consommateur. Ça veut dire que j'ai besoin de mettre en place des role assignments. C'est cool.
Ce n'est pas une ressource à côté de Key Vault, c'est directement dans le module. J'ai directement déclaré mes droits. Mhm. Pareil pour le Virtual Network, version minimaliste, mais j'ai déjà quand même intégré l'app registration pour mon conteneur app qui viendra plus tard. Ah, merci. Et il me faut un Log Analytics Workspace. J'ai déjà un module qui est déjà tout prêt pour ça. Ma Manage Identity, j'en ai une. Mon Azure Container Registry, j'en ai une. Puis en plus, c'est cool, je sais que je vais avoir un Container App Environment qui va utiliser son identité pour récupérer des images, pour pouler une image de ma registry. Bah, lui aussi propose un role assignment. Donc en fait, tout est déjà assemblé. C'était pensé pour j'ai besoin d'aller le plus vite possible et éviter de ces choses trappes de dire ah, il me manque ça, ah, il me manque ça, il me manque ça. Tout est Mhm. déjà dedans. Et mon conteneur app environment, il tient là-dedans. Infrastructure pour poser des conteneurs. Ça tient en même pas 20 lignes. D'accord. On peut difficilement faire mieux. Ouais. Ouais, avec les logs, avec. Oui, Ouais, surtout que chaque module, là, si on regarde bien, il y a des fois une dizaine de composants en dessous à mettre, quoi. on en verra un Et tout à l'heure s'il me reste du temps, parce que je vois que donc le temps 10 passe. composants, c'est multiplier les lignes, multiplier les noms de variables, des Je vais plans donner à un mettre à exemple, jour, hein. c'est compliqué. Pour la partie gouvernance, quand je vous montrerai la partie gouvernance, un module fait 591 policy assignments. Plus qu'on n'en a jamais fait, toi et moi, Michel. Ah bah c'est clair. Ok, bon, bah, pas la peine de discuter, c'est bien fait. Donc, on voit que c'est assez bien fait. Moi, je n'ai pas eu de grosse difficulté à passer d'ARM en Bicep. Derrière, bah, j'ai toutes mes ressources qui sont déjà toutes prêtes. Mon module pour déployer des jobs pour mon conteneur, il est prêt aussi. Et en fait, ça a été pour moi un accélérateur parce qu'il y avait plein de sujets, vu que c'était assez bien documenté. Moi, traduire ce que je voulais pour l'appel de mon module, c'est allé super vite. Alors maintenant, il faut quelque chose d'à peu près compréhensible. On va parler développement. Pardon. Pas les variables d'environnement. Hein? Les variables d'environnement ici, c'est cool dans ce module. Oui. Ouais, on voit un résultat concret. Il me faut. Il est là. C'est un runner. Bah, il est censé me dire je vais instancier un runner quand j'ai besoin, bah, quand mon pipeline tourne. Et quand il ne tourne plus, bah, en fait, tu ne fais plus rien. Allons voir si c'est vrai. On va lancer le runner. Alors, il ne marchait pas hier soir, il marche depuis ce matin, hein, je précise. Ah bah, on débug en prod, c'est connu. Ils pouvaient pas pouler les images sur Docker. Non, c'est un autre problème. C'est que mon image était trop ancienne. Elle avait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il n'avait pas tourné, donc j'ai pris des risques. J'ai lancé un pipeline, mais il me faut une infrastructure pour la faire tourner. Bah, ça tourne sur un Azure Container App, ce qu'on va trouver normalement tout de suite. Et vu que j'étais un peu lent à démarrer, ça a permis de meubler un peu. Et on va voir que le pipeline, en fait, il a déjà tourné. On va pouvoir prouver ça tout de suite. Ici, je vois que mon pipeline, il est en cours d'exécution depuis très peu de temps. En fait, il a déjà fini de s'exécuter. Et pourtant, il s'est exécuté sur un runner. Et c'est allé tellement vite que quand je vais arriver ici, que je vais dans Container App, on va découvrir que le runner, il a déjà disparu. Il est éphémère. Et c'est cool, c'est ce que m'a permis de faire tout cet assemblage. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de plomberie au début pour moi comprendre comment ça fonctionnait, mais ça m'a permis de résoudre un problème qu'on a tous. Je veux pouvoir poser des runners rapidement et pas avoir trop à les gérer, que ça me prenne le moins de temps possible. Je vais vérifier, mais normalement, il va me dire que mon job est terminé. Voilà, il s'est exécuté il y a 50 secondes et c'est celui que je viens de déclencher aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire aussi, Richard, c'est que quand on met en place de l'infrastructure privatisée, une partie de notre configuration doit passer par l'endpoint privatisé de la ressource qu'on a créée. Mhm. Et donc, si la ressource est privatisée, quand on va faire certaines opérations, bah, si on n'est pas sur le même réseau que la ressource qu'on a créée, c'est mort. Donc, il faut Ouais. que le runner qui déploie puisse accéder à cette ressource privatisée. Donc, on ne peut pas utiliser généralement les runners qui sont dans le cloud parce qu'ils sont à l'extérieur du réseau concret. Ouais, d'accord. Mhm. Là, déjà, le runner est directement injecté dans le virtual network qui m'intéresse. Et deux, j'ai construit l'image moi-même avec les composants dont j'ai besoin. La version de Terraform, la version de TerraGrunt, et ainsi de suite. Je choisis spécifiquement les versions qui m'intéressent. Ouais, Comme ça, je c'est- sais ce que j'embarque dedans. Et même si les versions des produits évoluent, c'est moi qui décide des rythmes d'évolution de mon conteneur. C'est une bonne idée, ça. Je sais pas qui t'a donné ça comme idée. Je sais pas. On parlera des dev conteneurs aussi une fois si tu veux. Alors,
devdevdev.net. Richard Clark. En fait, on se rend compte que quand on fait de l'infra, on a les mêmes problématiques que pour le dev, les versions des composants, les versions des outils, donc la configuration du poste de travail pour pouvoir travailler sur les environnements. On a exactement les mêmes problématiques que du développement. C'est pour ça que Ouais, maintenant, on peut considérer la mise en place d'infrastructures comme du développement. ouais. Sauf qu'on ne déploie pas des bases de données, on déploie de l'infrastructure, mais en fait, la base de données, c'est le cloud. C'est pas un serveur SQL, mais en Puis, fait, on fait les mêmes choses. ouais, puis ne serait-ce qu'au niveau, j'allais dire, au niveau coût, ça permet de mieux gérer toutes les ressources que tu vas développer. Bah, Enfin, il y a un module FinOps qui fait que ça permet de traquer. Et puis, comme il Ouais, impose des règles claires, comme par exemple les tags, qui sont quand même compliqués à mettre, les tags, parce qu'il faut le mettre ressource par ressource, il ne faut pas oublier les blocs tags. Là, en fait, on met le bloc tag dans le module, on sait qu'il va être dans toutes les ressources. Donc, en fait, ouais, on a juste à réfléchir à l'avance quel tag on veut, et on est sûr qu'ils seront déployés sur toutes les ressources qu'on met. On ne le fait pas d'habitude parce qu'on oublie, on crée la ressource qu'on veut, et puis des fois, on en a 15, 20. Est-ce que celle-là, elle a des tags? Non. La suivante, oui. On oublie, bah, on l'oublie. Et ouais, donc, on se retrouve avec la moitié des ressources avec des tags, d'autres qui en ont. Et c'est pas propre. Bah, là, le ouais. but est de cacher tout ça. Mhm. Voilà. Donc, on a vu des ressources individuelles, on a commencé à voir un pattern. Le runner as a service éphémère, c'est presque parfait, puisqu'on ne paye que la durée d'exécution du runner. Quand il ne tourne Mhm. pas, il coûte 0. Mhm. Ça peut que plaire à tout le monde normalement. Et Microsoft a poussé cette logique pour dire, OK, en fait, il faut que ça me serve aussi à plus grande échelle pour faire des landing zones. OK. Donc, il y a, dans les patterns qu'on vient de voir, il y a des modules qui sont prévus spécifiquement pour les landing zones. Alors, Microsoft est arrivé à cette idée, parce qu'il y avait déjà une approche pour faire de la plomberie landing zone. Ça s'appelle Cloud Option Framework. Mais le sujet n'était pas clair pour tout le monde. On parle de landing zone, mais on parle de quoi? On parle du hub, on parle des spokes, on parle. Déjà, il fallait faire une distinction entre la plateforme landing zone et les application landing zone. Plateforme, c'est les services core du réseau, de la plomberie, des services à disposition des consommateurs. Pipeline Azure DevOps ou GitHub, observabilité, FinOps, ainsi de suite. Application landing zone, c'est là où je pose mes workloads. Donc Mhm. déjà, Microsoft a fait cette segmentation et va nous proposer des modules pour tous les usages là-dedans. Au moins, c'est simple. Et tous les usages sont déjà précodifiés. Alors, ils en sont arrivés à cette solution parce qu'il y avait une précédente initiative qui, dans le CAF, permettait de faire du déploiement de landing zone à grande échelle. C'était un module qui s'appelait le Rover, qui était un gigantesque module Terraform immaintenable, il faut être très clair, et que finalement, ils ont abandonné eux-mêmes. Et pour dire, en fait, si vous voulez faire des landing zones, maintenant, faites des Azure vérifiés de modules. Ils ont fourni les Mhm. directives pour faire les migrations. Et en fait, maintenant, tout le monde adopte ça. Et toutes les équipes produits, quand elles veulent mettre en avant leurs produits, doivent livrer un Azure vérifié de modules pour mettre en avant leurs produits, IA et ainsi de suite. Donc, au moins, je ne connais pas l'IA, mais déployer une landing zone IA, en fait, je sais faire. Puisque c'est un D'accord. module comme un autre. Mhm. Il y a 2 ans, c'était quand même assez complexe. Donc, ça demandait de faire un peu de recherche et on avait chacun notre façon de le faire, des astuces, parce qu'on devait creuser pour le faire. Il n'y avait Ouais. pas de façon normalisée de le faire. Là, c'est ce qu'on a. Allons-y. Alors, ils ont commencé avec un premier module ALZ. Pour faire des landing zones, il faut déjà une hiérarchie, une structure de hiérarchie. Alors là, je ne vais pas faire le switch entre les différents écrans, mais l'idée, c'est que c'est un module qui va être capable de poser la structure de management group, d'importer des custom roles, d'importer des custom policies, mettre en place des initiatives et mettre en place des policy assignments. En fait, c'est une usine à déployer des policies qui tient en un seul module. Waouh! Et Michel et moi, on a travaillé sur ce sujet-là plusieurs fois. C'est casse-gueule, c'est chiant, c'est pénible. En fait, ils fournissent ça sur étagère. Il y a un référentiel qui dit voilà les règles des policies qui est sur un repo Git, qui est versionné. Il y a une version en février, une version en juin, une version en septembre. Donc en fait, je lui dis la version sur laquelle je travaille. Et vu que le module va pouler ce repo et dire voilà, je prends cette release et je prends cette conf et je la déploie. Ça, c'est la conf de landing zone de base. Ouais, mais le client dit moi, je veux mon custom à moi. Pas de problème. Au-dessus de ça, on est capable de faire ce qu'on appelle des conf on override pour dire sur un sujet particulier, par exemple sur le management group plateforme, par rapport à la conf Microsoft, je veux soit ajouter un composant ou supprimer un composant. Et j'exprime cet ajout ou suppression. Je n'ai pas besoin de Mhm. tout réécrire. Ouais, d'accord. J'exprime la différence. Mhm. Et grâce à ça, je peux garder mon custom et dire je continue à récupérer les nouvelles versions et nouvelles policies et je continue à avoir mon petit custom à moi. Bien pensé, parce qu'au moins on n'écrase pas.
Au début, on se dit, ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, non, c'est gigantesque. Il m'a fallu un peu de temps parce que la doc n'est pas faite, pas sur cette partie-là. Ça déploie tout ça. Ça déploie cette structure de management group en une demi-heure et ça fait plus de 500 policiers assignment déjà en place. Donc, c'est déjà ultra sécurisé, c'est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on a pu faire, Michel et moi, chez beaucoup de nos clients. Mhm. Et l'avantage, quand on discute avec les clients sur les policies, beaucoup de sujets, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas trop gérer, ils ne savent pas trop comment on va s'y prendre. En fait, je leur dis, voilà, c'est pas compliqué. Ça, c'est la V1. On la pose, on regarde, on adapte. Règle du 80-20. Mhm. Et finalement, les discussions que je commence à avoir avec mon client actuel, ils me disent, il faut ça, il faut ça. C'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là. Ah, il faut ça. Ouais, il te faut tes policies spécifiques pour propager tes tags à toi. OK, c'est ton premier et seul besoin. Bon, en fait, tout le reste, c'est standard. Ouais. Donc, il y a pu avoir discussion. Moi, je veux mon 100% custom. Mhm. OK. Et puis le problème du 100% custom, c'est que le jour où tu le fais, c'est up to date, mais dans 6 mois, les policies changent, elles évoluent, tu as des choses à rajouter. Donc en fait, Alors, tu passes ton temps à revenir dessus. c'est là où c'est bien fait, c'est que au fur et à mesure des évolutions, si à l'époque, dans la release, il y avait une policy custom qu'elle est venue built-in, en fait, le fait de passer à la nouvelle release, tu adoptes les policies built-in. Par contre, rien ne t'empêche d'importer toi tes propres policies. Tu fais ce que tu veux. Oui, mais la plateforme, elle évolue et ça te garantit que tant qu'ils sont là pour maintenir, ton custom à toi va bien s'adapter aux Ouais, standards et les standards Mhm. vont continuer à évoluer et tu as juste à mettre à jour tes packages. c'est ça. Donc, quand je l'ai joué ça la première fois, j'ai donné ça à quelqu'un qui avait jamais joué avec les Azure Verified Modules, mais qui était bon en Terraform. Il m'a déployé ça en 2 jours. Donc 500 policiers assignment en 2 jours, je pense qu'il a été productif. Ouais. Voilà. Et le Il a client, été c'est peut-être productif Terraform. parce que le code, c'est ça, uniquement. D'accord, c'est 35 lignes, quoi. Voilà. Mm. Je lui dis, on travaille avec un provider qui s'appelle ALZ. Avec Mhm. la Z API, c'est très bien. Qu'on travaille sur un référentiel qui s'appelle plateforme ALZ. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les landing zones standards, les landing zones ultra sécurisées FSI, secteur bancaire, Mhm. et les landing zones sovereign cloud. En fait, il y a déjà tout un catalogue de landing zones avec des confs de sécurité déjà tout prêtes sur étagère. Ouais. OK, j'ai pris la conf standard et je lui ai dit, en ligne 21, je vais avoir une conf en override, les fichiers seront là. Très bien. J'appelle mon module, telle version, je sais que je vais préfixer mes ressources de telle manière, je vais déployer en telle région, et en 35 lignes, j'ai fait tout ça. Ouais. C'est plus rapide qu'en 2 jours, quoi. Ah ouais, sur les 2 jours qu'il y a passé, c'est juste super rentable. Ouais. On va droit à l'essentiel. C'est un repo Azure DevOps qui est organisé à peu près proprement. J'ai un pipeline de déploiement, j'ai de l'infra as code, j'ai un main qui traîne quelque part par ici. Et je lui dis félicitations. On va créer un ressource group. Je l'ai fait à l'ancienne. J'ai été fainéant, mais je pense qu'on va le revoir. On va déployer un hub. OK, je vais aller chercher sur Git le référentiel de mon module dans une version particulière. Ici, j'ai Mhm. fait une erreur, il faut que je la corrige. J'ai mis le commit ID au lieu de la version. Ouais, Il faut que je d'accord. corrige. On déploie un hub. Très bien. Ce hub est composé quoi? De plusieurs régions. Une qui s'appelle France Centrale. Ici, j'en ai qu'une, mais si j'en veux plusieurs, il faut plusieurs blocs. Mhm. Ça va avoir un nom. Ça tombe bien, ce nom va être généré par les modules du CAF, générateur de nom automatique. On va lui donner un adresse space. On va lui donner de la config. Dedans, il va y avoir un firewall. J'ai toute la conf qui est ici. On va lui donner un peu plus loin, alors pas encore ici, une conf, un découpage de mon hub en différents subnets. Ça tombe bien, je l'ai externalisé et elle est entièrement dynamique dans des variables. Donc faire évoluer mon hub, en fait, c'est devenu super facile. Pour donner un exemple à Michel, on va aller voir DNS. Voilà comment on crée les private DNS zones pour France Centrale. Ça, Oui, c'est pas grand-chose, quoi. voilà. Ouais. Et les modules sont assez bien faits. Je crée les private DNS zones, c'est bien, mais il faudra que je les lis. Mon module hub que je viens d'utiliser, il y a des outputs qui sont Oui, standardisés. dont Je l'ID sais de que c'est la Virtual du VNet. Network. Oh, je retrouve France Centrale. Je Mhm. retrouve l'ID de mon Virtual Network. Et en fait, c'est simple à exploiter. Et tu Et ils vois sont là, tous. Richard, les tags là, ce que tu disais, les tags, Mhm. la propriété tag, c'est toujours la même sur les modules. On le voit dans les premières slides de Benoît. Et là, en mettant tag,
toutes les ressources vont être taguées pareil. Et j'ai Ouais. pas besoin, et j'ai juste besoin d'avoir une variable locale tags qui me permet de stocker tous les tags que je veux mettre. Et j'ai pas à me poser la question, est-ce que les tags vont bien être déployés? Ils le seront. Ouais. Maintenant, Ouais, une c'est vrai. erreur que j'ai faite. J'ai fait France centrale, j'ai besoin de Sweden central. Bah, copier-coller, la seule chose qui a changé, c'est Sweden central. OK, ça marche. J'ai mal lu le code. Location n'est pas un string, mais un arrêt. Donc, je Ouais. pouvais lui passer plusieurs régions. Ça aurait été encore plus Donc, je propre. peux même encore refactorer. Ouais. Ouais, et tu t'es trompé dans le resource ID du VNet. Non, Ah oui, je sais qu'il déploie. Je n'ai pas de hub en ah France, oui, en pardon. Sweden. Ah d'accord, je croyais que tu l'avais mis. Oui, il est capillotracté celui-là aussi. Ouais. Donc, on voit qu'en fait, c'est assez bien fait. J'ai d'autres exemples, je crois que c'est avec Bastion, puisqu'il y a des modules pour Bastion aussi, donc je l'ai utilisé. Ah non, je l'ai peut-être pas utilisé. Si, je l'ai utilisé pour Bastion. Et vu que tous les services Azure sont standardisés, en fait, c'est devenu super simple. Et rien que le fait de ne pas avoir créé les noms des ressources, c'est quand même un gain de temps parce que toutes Ouais. les ressources n'ont pas les mêmes règles de nommage, n'ont pas les mêmes tailles, n'ont pas les mêmes types de caractères qu'on peut mettre. Donc il y a certaines où on pourra mettre le nom de la région complet, d'autres on mettra une abréviation, donc on est obligé de maintenir des trucs. Là, en fait, c'est tout ça ce qui est caché pour nous par les Ouais. modules qui sont utilisés. C'est un gain de temps compliqué parce qu'une fois que ta ressource est créée, c'est fichu. Et c'est propre. Voilà, tu peux pas l'enlever, Ouais. suivant la ressource que tu as modifiée, si tu as mis un key vault, il y a déjà des secrets, tu peux pas l'enlever en le renommant. Enfin, il y a pas de fonction rename encore dans Ouais. Azure. Il n'y en aura je- pas. Ouais. Et voilà, donc la ressource est créée, c'est terminé. Ouais. Donc tu vas vivre avec. Et donc dès que tu as un écart, il faudra que tu vives avec, donc tu auras des ifs dedans, enfin c'est l'enfer. Là, tu es sûr que tu as pas à gérer ça et donc ça sera standardisé. Donc c'est vraiment un gain de temps de relecture, qui est, Ouais. énorme. Ouais, qui est impressionnant. Ouais. Donc, je vous ai montré ce module, mono multi-région, en fait, il fait tout. Mhm. Tout ça tient dans un seul module. Ouais. Au début, ça prend un peu de temps pour comprendre, mais vu qu'on déploie progressivement, je déploie d'abord ma base réseau, ma résolution, mon firewall, en fait, je rajoute que des blocs de paramètres. C'est tout. Ouais, mais comme tu disais au départ, tu te concentres non pas sur comment tu vas arriver à faire marcher le bousin, tu te concentres sur qu'est-ce que je veux exactement avoir comme résultat, quoi. Ouais. Donc c'est le business avant tout. Ouais, bon, par contre, ça demande aussi des personnes en face qui sont capables de lâcher un peu prise sur le design de l'infrastructure Ouais, pour avoir quelque chose de normalisé et pas quelque chose qui est 100% ce qu'ils avaient pensé en tête, qui est sûrement faux en plus. ouais. Alors Mais ça, c'est un autre sujet. donc, il faut Mais un peu mettre de l'ego de côté, quoi. un exemple qui est intéressant ici, c'est que certains de nos clients ont encore des chartes de nommage qui sont à eux. Bah, ce qui est bien fait dans tous les Azure vérifiés de modules, enfin pour les patterns, c'est qu'ils ont une section qui s'appelle replacement, une variable qui s'appelle replacement. Et au lieu de dire je décris chacune de mes ressources jusqu'à fournir le nom de chacune de mes ressources, tu fournis une variable qui contient toutes les variables pour faire le remplacement. One shot. Donc ça permet de garder du code super simple, même si le client te dit je veux ma charte de nommage à moi. Bien pensé. On voit ceux qui l'ont déployé, l'ont vécu la prod. Je viens de vous le montrer, donc c'est facile. Les private DNS zones et la liaison, bah, c'est ce que je vous ai montré. En fait, j'aurais pu tout faire en un seul module. Et même virer l'appel au module pour créer un ressource group. Pourquoi? Parce que le module propose lui-même de créer son propre ressource group avec notre charte de nommage. Ouais, donc je peux encore refactoriser à l'extrême. Donc en fait, la gestion de mes private DNS zones, tout tient en un module. Mhm. OK, respect. Le private DNS resolver est aussi dedans, Michel. Donc, Ouais. Il passe par des policies pour faire les liens avec les private DNS zones? oui, c'est ça. Ouais. Et il y a des policies, et il y a énormément de policies pour gérer tout ça, oui. Ouais, c'est très bien ça. Donc, c'est plus aussi compliqué que ce qu'on a pu Bah oui, gérer à l'époque. bah, il y a 4 ans, on n'avait pas tout ça. Non. La stack réseau, elle existe aussi côté application landing zone. Je dois livrer une landing zone à mon consommateur. Bah, il faut une souscription, ouais, il lui faut toute une brique de base, entre guillemets. Bah, il y a un module pour ça. Et il existe en Terraform, il est aussi en Bicep. Et je dirais qu'il est presque parfait. Pourquoi? Parce que déjà, il crée la souscription, il la met dans le bon management group, il met les bons tags sur la souscription, il nous propose de déployer une stack réseau et il est vicieux. La stack réseau, il est capable de supporter N virtual network dans N régions. Donc, dire dans ma landing zone, j'ai 7 virtual network dans 2 régions, oui, c'est faire. Vous pouvez essayer de le coder en Terraform, c'est un peu plus compliqué tout à coup.
Mhm. Euh, Toute la stack réseau dedans, ça fait des role assignments permanents uniquement. C'est la discussion que j'ai eue avec Michel récemment, ça ne fait pas encore du PIM. Ah, c'est dommage. C'est la seule faute de goût, entre guillemets, dans ce module. Ça fait l'activation des ressources providers. Là, par exemple, je vais livrer une landing zone pour un produit qui s'appelle Cycle Cloud. Ouais. Si on tente de l'installer par défaut, le ressource provider n'est pas actif. Bon, on peut l'activer déjà à l'avance. Comme ça, on sait qu'au déploiement, ça va marcher. Création des ressources groupes, des user assigned identity pour Azure DevOps qui arrive derrière. Et tout ça tient en un seul module. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce module, on en a fait un repo Azure DevOps, on en a fait un pipeline, et tout ça, ce repo, on en a fait un template. Donc, créer une landing zone, c'est dire je prends ce template pour créer un nouveau template pour ensuite déployer une landing zone avec ça. Mhm. Et comme ça, tout le monde partage la même base. Ouais. Et toute la conf est externalisée dans des fichiers TF-vars. Donc, chaque landing zone peut maintenir sa spécificité. Et ça permet de répondre à un des premiers sujets qu'on avait, Michel. Comment je garde les mêmes paramètres sans avoir à les ressaisir? En fait, vu qu'on a tout externalisé dans les TF-vars, quand je lance le Ah, pipeline, je lui donne une information, c'est le subscription ID. c'est ça. Oui. Voilà. Avant de monter tout ça dans des bases de données, au moins j'ai une première version. OK, j'ai de l'infrascode, maintenant il faut déployer. Il nous faut des outils pour ça. Et les outils, vous les connaissez déjà. Hein. Un, c'est des repos Git. Deux, c'est une chaîne CI/CD, choisissez la vôtre. Et des mécanismes de validation pour dire je déploie en dev, je déploie en prod, il me faut de la validation ou pas. Et il faut pouvoir avoir des pipelines déjà prêts pour déployer des Azure Verified Modules. OK. Et ce serait bien en plus de pouvoir gérer le paramétrage de tout ça. Ouais, en fait, vous faites du dev comme avant. Oui, Mhm. c'est juste du dev appliqué à Azure. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on nous le fournisse sur étagère. Bon, est-ce que Microsoft a pensé à ça? La réponse est oui. C'est juste à côté. Ça s'appelle les Azure Landing Zone Infrascode Accelerator. Et l'idée de base, c'est vous dire, OK, il me faut une infra CI/CD. Choisissez Azure DevOps, GitHub, GitLab si vous voulez, parce que c'est derrière que fait le produit. Il exécute un script PowerShell. Donc, choisissez votre pipeline. En fait, c'est agnostique. Il va vous préparer toute la conf et vous préparer les fichiers de conf pour chacun de vos déploiements. Il va créer donc des fichiers YAML qui vont être consommés par vos pipelines. Et donc, ça vous fera toute l'infra de déploiement. Moi, je ne l'ai pas utilisé pour mon client actuel, mais je pense que j'aurais dû. Ça m'aurait évité de faire tout le setup côté Azure DevOps. Et j'ai toute la mécanique de gestion qui est déjà toute prête. D'accord. Moi, qui ne suis pas de la culture DevOps à la base, j'ai regardé comment c'était fait. Ça m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai repris un certain nombre de sujets, parce qu'il y a des sujets qui me plaisaient, d'autres moins. Mais en fait, comme starter pack, c'est super bien pensé. Si on va jusqu'au bout de leur logique, en fait, ils fournissent tout. La seule faute de goût qu'ils ont fait là-dedans, c'est quand ils fournissent les runners, ça tourne sur Azure Container Instance et pas sur Container App. Mais j'ai regardé, c'est une évolution. Donc, ici, dire je ne fais pas de CI/CD, c'est plus possible. C'est fourni sur étagère. Il y a un script PowerShell, on le lance 10 minutes plus tard. On a notre infrastructure infrascode avec nos pipelines déjà tout prêts. Ouais. Donc, ne pas faire d'infrascode aujourd'hui et de CI/CD, c'est plus possible. On a tout ce Ce qu'il que faut. je disais, Richard, c'est que le bootstrapping de tout ça, ça peut être compliqué à mettre en place. Parce qu'il Ouais. faut des droits, il faut avoir des compétences qui ne sont pas forcément à un moment donné les compétences que les développeurs, les architectes cloud avaient. Mhm. Ouais, puis Donc on comprendre avait des gens tout, qui faisaient du DevOps ouais. pour faire ça à la place. Alors qu'on fait maintenant, ça devient une compétence qui a été absorbée par les architectes cloud. Mhm. Si on prend l'exemple de Celenza en recrutement aujourd'hui, Mhm. tous les consultants sont censés être capables de déployer leur code via une infrascode. Choisissez la solution. Ça fait un peu partie des nos critères de recrutement déjà pour commencer. OK. Donc, on a toute cette solution, c'est parfait. Maintenant, pour finir, parce que je suis un tout petit peu en retard, si on regarde un peu les landing zones en 2025, on a compris que Microsoft disait c'est Azure. Pardon, j'ai oublié. On est en 2025, mais on va commencer par un petit jeu. L'architecture doit être l'expression de notre temps et non un plagiat des cultures du passé. C'est de qui? C'est un architecte qui dit ça. Qui date des années 60. Il aime bien le béton. Voilà, c'est lui. Eh oui, c'est lui. Charles-Édouard Jeanneret-Legris, dit Le Corbusier. Lui, on lui doit beaucoup de choses et des principes qu'on réutilise encore aujourd'hui, à savoir les infrastructures modulaires, le béton armé, et c'est ce qui a permis d'accélérer les process de construction.
Donc, on lui doit beaucoup et surtout une vision de dire, en fait, il faut toujours rester à la page et non pas de rester collé au passé. Bizarre, c'est quand même très lié avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est resté. Merci Stan pour l'image, ça m'a aidé à l'époque. Je crois que c'est le père, il appelle le père du modernisme, je crois. C'est ça. Alors, j'ai dit Landing Zone 2025, c'est pas compliqué, c'est Azure le Verified Module pour tout le monde, et y compris IA. Donc, si on fait de l'IA aujourd'hui, on a déjà en IA ou en machine learning des landing zones déjà toutes prêtes à déployer sur étagère. Et quand on voit le contenu, ce qui est au centre de l'écran, c'est déjà gigantesque. Ce qui est bien vu, c'est que c'est déjà full option. C'est entièrement privatisé. J'ai pu me poser question comment déployer ça, toute cette plomberie. En fait, moi, développeur, je m'en fous. Ce que je veux, c'est la consommer et déployer tout de suite. En fait, c'est là. Plus des petites initiatives qui traînent à côté. Elles sont venues se raccrocher aux Azure Verified Modules, c'est de là. Azure Monitor Baseline Alert. C'est une initiative que vous trouverez chez Microsoft. L'observabilité, c'est toujours le parent pauvre des projets. Ça arrive à la fin. Ouais, mais c'est à la fin du projet, donc il n'y a plus de budget. Donc il n'y a pas d'observabilité. Là, l'initiative dit, en fait, on va vous fournir des packs d'alerte dans Azure pour suivre tous les produits Azure. Et toutes les équipes produits se sont engagées à fournir ça. OK, oui, c'est fourni. Maintenant, je le déploie. Pas de problème, on le déploie avec les Azure Verified Modules. Pourquoi? C'est entièrement déployé en policy. Donc, en fait, dire je n'ai pas de monitoring, c'est pas possible. Ce que tu dis depuis une heure, c'est que non seulement les Azure Verified Modules, c'est un outil pour nous, consommateurs, pour construire des landing zones, et c'est aussi un outil pour les équipes Microsoft pour fournir leurs nouveaux composants de façon standardisée, pour que nous, on puisse les consommer de façon standardisée. Ouais. Donc, ça aide pour le monitoring / observabilité, mais ils ont poussé la logique jusqu'au bout. Il y a un petit composant qui traîne aussi, qui s'appelle le FinOps Toolkit. C'est tout un kit FinOps de démarrage. Ça fait l'export des coûts, ça fait la normalisation des données. Moi, j'ai tenté de le faire à l'époque, mais c'était pénible, l'export des coûts. J'y arrivais à appeler l'API. Derrière, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la normalisation des données. Ouais, faire ça en PowerShell, alors que normalement, c'est de la data, en fait. C'est du Python, c'est pas mon univers. Donc, j'ai abandonné. Et quand j'ai découvert ça, OK, donc vous avez fait ça en Python. Derrière, il y a de la Data Factory. Vous avez tout privatisé. Vous avez connecté ça à Fabric parce que c'était la mode. Et vous avez fourni les dashboards en Azure Workbook et en Power BI. En fait, vous avez fait tout ce que je voulais faire, mais beaucoup plus vite que moi. En fait, je vais le déployer. Comment je le déploie? Avec un Azure Verified Module. Est-ce qu'il donne pour les modules une estimation du coût Pour celui-là, il donne le coût. Pour le FinOps, c'est normal. Donc, pour les autres, non, mais pour celui-là, oui. Il te dit que ton coût de démarrage est à $120 par mois. Oui, parce que tu as du compute, si tu as de la Data Factory. Ouais. Donc, on voit bien que... Data Factory, Fabric, c'est pas gratuit. Non. Joker après, c'est pas moi. Moi, je ne fais que recommander. Je fais l'ordonnance. Si on regarde bien, à $120 par mois, je prends un consultant cloud qui bosse 10 jours dessus. En fait, voilà, on a un an de conso, quoi. Ouais. Donc, en fait, le calcul est vite fait. Donc, de plus en plus d'initiatives viennent s'y raccorder. Je gage qu'il y en aura même d'autres. Et vu que c'est bien maintenu, là, par exemple, on est en train de, pour mon client actuel, on est en train de péter le hub et de le recréer. OK, ouais, c'est juste 1 heure. Avant, quand on se posait ces questions avec Michel, on savait que c'était en semaine. Ouais, et des fois, on disait plutôt on va supprimer la subscription parce qu'on n'arrivera pas à tout supprimer et puis on va repartir de zéro, quoi. Ouais, des gros bourrins, quoi. Oui. Là, on est plus serein quand on fait ça. Ouais. Donc déjà, c'est bien. Alors, il fallait que je les donne, comme ça, c'est réglé. Les Azure Verified Modules, comme ça, on les donne. Les Landing Zone Accélérateurs, à savoir les pipelines livrés sur étagère, ils sont là. Quand j'ai parlé de la gouvernance, comment fonctionne la gouvernance, la structure de repo, la structure des fichiers de conf, c'est à un endroit. C'est très mal documenté au début, il faut rentrer dedans pour comprendre. Mais après, on voit que c'est d'une richesse qui est gigantesque. Le Landing Zone Vending, c'est mise à disposition d'une Landing Zone as a service pour le consommateur avec tout ce qu'il lui faut pour commencer à travailler, tout en un module. C'est très bien. Parce qu'au début, j'ai du mal à rentrer dedans. Il a fallu que je trouve des gens qui sont passés avant moi. J'ai trouvé quelqu'un au UK qui a travaillé sur ce sujet-là, qui a publié un article, et c'est ce qui m'a servi de vrai ticket, de vrai point d'entrée pour comprendre comment c'était construit.
parce que c'est tellement touffu, c'est tellement diffus, de tout rassembler, parfois, c'est super compliqué. Je parlais d'Azure Motor Baseline Alert. Vous avez le lien du repo, enfin du site côté GitHub, et pareil pour Azure FinOps Toolkit. Mhm. Et je crois que je suis arrivé au bout, si je ne me trompe pas. Ouais, Ok, donc ce que tu dis, presque c'est à que si tu l'heure. commences juste à consommer la liste des modules et essayer de les ajouter, c'est pas forcément là qu'il faut rentrer, mais suivre un des premiers exemples déjà au pas à pas pour rentrer et avoir quelque chose qui tourne, que tu fais évoluer petit à petit en prenant les modules qui t'intéressent, c'est le bon chemin, quoi. Après, moi, j'ai fait une expérience sur mon projet actuel. Ah, hello, Ward. J'ai pris un consultant qui était bon en Terraform, qui était bon en infra, mais qui n'avait jamais touché aux Azure Verified Modules. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire dans la semaine? Dans la semaine, il m'a posé toute la stack de gouvernance et toute la stack hub. Mhm. Donc, je considère que c'est rentable. Ouais, c'est magique, quoi. Hein. C'est- Ah, de ce côté-là, oui. Ouais. On Après, passe nous, du ça a Lego été que du Technics au tuning. Duplo quand même. Hmm. En taille de briques, on passe du Lego Technics au Duplo. Hein. Ouais. Ouais. Par contre, c'est des gros duplos. Hein. Ouais. Quand Oui, on bah, voit les la Duplos doc, sont très gros. Hein. quand on voit la doc côté hub de ce qu'il sait faire, en fait, il y en a des pages, des pages et des pages. Et ils en rajoutent tous les jours. Oui, mais c'est des fonctionnalités, c'est pas Hmm. forcément des choses techniques. Donc, ça me force aussi de dire, ah, avant, j'avais mis un module externe, maintenant, je peux le réintégrer. Oui, mais en fait, ils viennent me simplifier la vie petit à petit. Mhm. Donc, pour moi, c'est une initiative qui est super intéressante. Moi, je la pratique plus en Terraform qu'en Bicep. Euh, Aujourd'hui, si je dois faire des landing zones, c'est plus en Terraform parce que Microsoft a pris un peu de retard pour livrer les mêmes en Bicep. Mais leur Mhm. objectif, même spec, même résultat sur cette partie-là. Et tu parlais de Pulimi tout à l'heure. Du côté de Pulimi, c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas de fermeture. Ils supportent aussi bien Bicep que Terraform. Donc, supporter demain OpenTofu, ça ne les dérange pas. Il n'y a, pas Mhm. de, il y a pas de problématique pour ça, c'est même écrit. Si demain, ils veulent faire Pulumi, en fait, ça ne leur posera pas de problème. Ils ne D'accord. sont pas fermés. Mhm. Oui, et puis si je comprends bien, je veux dire, il y a une équipe qui est à la tête, entre guillemets, des Azure Verified Modules, mais après, c'est les différentes équipes dans les différents produits de Microsoft qui vont rajouter des différents modules pour Plus la l'agrémenter, quoi. communauté, plus le support Microsoft, les équipes produits. Ce qui fait que quand on démarre sur un sujet landing zone, en fait, il y a plein de gens qui sont passés avant nous, quoi. Ouais. Mhm. Donc oui, c'est un accélérateur conséquent. Ouais. Et ce qui veut dire, c'est aussi une sécurité sur le fait que c'est un produit qui va durer dans le temps, quoi. Aujourd'hui, il a passé sa 2e année Ouais. et de plus en plus d'initiatives viennent se greffer dessus. Et quand Mhm. je vois le rythme des évolutions, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs. Mhm. Cet été, par exemple, dans les repos, le module Terraform Azure Virtual Network a disparu. Il a disparu pendant 6 heures. Bon, ils ont corrigé le problème. C'est un problème de CI/CD qui Mhm. fait qu'ils ont supprimé le repo par erreur. OK, ils l'ont corrigé. Mhm. Après, rien ne nous empêche de dire, OK, on fait confiance à des repos publics. OK, je peux les internaliser chez moi. Hein. Ouais. Ça De peut toute être façon, aussi tous la les réponse. softs sont sur des bases open source maintenant. De toute façon, quel que soit le langage qu'on utilise. Ouais. Oui, enfin, il y a encore des domaines dans lesquels Microsoft n'est pas open source. Hein. Mais Non, donc, mais de si ce on regarde côté-là, les ça a quand API même pas avec mal les langages progressé. qu'on utilise pour développer, Ouais. c'est que des langages open source finalement, si Ouais. on regarde bien. Mm. Alors, pour conclure, est-ce que je respecte mon engagement? J'ai réussi à parler plus dev qu'infra. Oui. J'ai Yes! pas, je t'avouerai que j'ai pas tout compris, mais je veux dire, les grandes lignes, on les voit et c'est vrai que c'est assez impressionnant ce que ça arrive à faire, quoi. Parce que quand on arrive sur le portail de Microsoft et quand on veut faire des choses un petit peu avancées, on est vite perdu, quoi. Et on peut vite faire un peu n'importe quoi. Oui, et puis Là. même si tu connais Azure, il faut que tu connaisses aussi, que tu comprennes comment fonctionne le provider Terraform d'Azure. Donc les spécificités du langage, enfin, ça fait Ouais. beaucoup de choses à apprendre en plus que le cloud. Ouais. Donc là, ça te permet de réduire ta dépendance au logiciel qui est en dessous, à ta capacité à créer du Terraform complexe, parce que là, on ne le voit pas, mais quand on fait des tableaux de tableaux en Terraform, c'est l'enfer. Hein. On Ouais. peut pas faire du debug pas à pas en Terraform. Non. Donc quand tu as des tableaux de map et que tu dois aller chercher un truc à l'intérieur, faire des fusions, enfin c'est l'enfer. Mhm. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bicep sont importants, parce qu'ils sont moins évolués sur la gestion des
des collections qu'en Terraform. En Terraform, on peut récupérer des données et s'en servir. En Bicep, il faut que toutes les collections soient là dès le départ. C'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer des valeurs à la volée, générer des nouveaux trucs. Donc, je pense qu'il y a aussi un décalage avec tes Bicep parce qu'ils n'ont pas la même souplesse que Terraform sur les itérations. Parce que dès que tu veux faire des trucs en masse, tu es obligé de mettre des tableaux, des tables de hachage. Ok. Compliqué. Très bien résumé. Bon, bah écoutez, merci pour cette initiation pour moi, parce que j'y connaissais rien. C'est bien intéressant. Bah écoutez, bah merci, et puis bah, on se retrouve pour un prochain épisode. On parlera peut-être encore de l'IA la prochaine fois. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Ah, t'as j'ai vu, réussi à on le a caser fait quand même. Ouais, ça- J'ai réussi à le caser à la fin. Ok, bah, merci. Allez, De ciao. rien.